سقطت من العرف وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف. Démon de minuit, bonsoir, on va parler théâtre ce soir, on va parler aussi musique dans son universalité. Le théâtre, c'est le théâtre italien, invité à Paris ces temps-ci avec Spiro Cimone et Francesco Sframelli. On va parler de ce que vous offrez au public parisien. Maury Canté, voilà pour la dimension musicale, et je disais la musique dans son universalité, puisque vous êtes griot. Et que aujourd'hui vous signez un nouvel album qui s'appelle Sabou, la cause. Deuxième partie de cette émission, on parlera avec Bruce Benderson de son autobiographie érotique, c'est publié chez Rivage, et avec Mine 38 du magazine littéraire, on évoquera l'actualité littéraire avec nos choix communs à Démon de minuit et au magazine littéraire. Il y a aussi de la musique dans l'émission, mais vous le savez déjà puisqu'il y a Maury Canté, et il y aura également Tina Riwen, qui est un groupe touareg du Mali. Manière de voir pour commencer cette émission avec une pièce qui est donnée ou qui a été donnée à Paris dans le cadre du Festival d'automne qui nous a permis de découvrir il y a 2 ans votre production théâtrale et Spiro Cimone et Francesco Sframelli, vous êtes à nouveau les invités du Festival d'automne avec une pièce. Mais avant de parler de votre théâtre et de sa spécificité, je voudrais m'arrêter sur le mot amitié, parce que dans votre parcours, il y a depuis la toute petite adolescence, il y a une formidable histoire d'amitié qui fait que l'acteur que vous êtes et l'écrivain et l'auteur de théâtre que vous êtes ont toujours travaillé ensemble et ont grandi ensemble. Qui répond, Spiro, Francesco? Inizio a rispondere di getto. Comme ça, répondre de but en blanc, ce que j'aimerais dire, l'idée qui me vient ici, c'est que peut-être effectivement, au cours de ma vie, peut-être que je ne sais pas ce qu'est l'amour, mais je sais certainement ce qu'est l'amitié. L'amitié consiste en des regards, dans des pensées, et c'est également des caresses. Et ça, j'ai pu le rencontrer. Spiro? Oui, la chose est tout à fait réciproque. Parce que l'amitié ne pouvait exister qu'au prix de cela. Donc pour moi, c'est une chose tout à fait importante. Et lui, il est quelqu'un de tout à fait important en tant que personne, en tant qu'ami, et également en raison de sa très très grande humanité. Parce que d'après moi, faire du théâtre, donc ça donnait un art de manière générale. C'est important que ça puisse être fait dans des personnes qui ont de l'affection l'un pour l'autre. Quand on fait du théâtre, du cinéma entre des personnes qui ont de l'affection l'un pour l'autre, il faut avoir donc la sincérité d'accepter des conflits. Il faut être également accepter d'être sérieux et d'être terrifiant à certains moments. La force de l'amitié par rapport au métier que nous pratiquons, dans le cas ici, s'il s'agit du théâtre, du cinéma, la force repose en ceci que, voilà, on peut dire n'importe quelle chose. Personne ne prend une offense, on dit tout ce que l'on a estime devoir dire, même de manière violente parfois, même entre guillemets, c'est pas qu'on n'arrive jamais à des excès, mais on le fait uniquement, exclusivement pour le bien de l'autre, parce que sinon ce ne serait pas l'amitié. L'amitié ne peut exister que dans l'art, dans le théâtre, mais il faut qu'il y ait également énormément de sincérité, une sincérité par rapport à l'objectif artistique que l'on poursuit. Et tout ceci se produit avec le corps. Il faut commencer à faire mouvoir le corps, que le corps puisse se déplacer un peu plus. On va regarder vos corps bouger dans une seconde, mais je voudrais préciser que vous êtes nés à Messine, tous les deux, en 1964.
tous les deux. Et qu'est-ce qui, dans cette région du sud de l'Italie, qu'est-ce qui nourrit votre théâtre? Alors, je répète, hein, Spiro, vous êtes auteur-acteur et Francesco, vous êtes acteur. Qu'est-ce qui fait la spécificité du théâtre qui est le vôtre et qui se nourrit du sud de l'Italie? Est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est une situation sociale, de pauvreté par exemple? Oui, certainement, ce sont les deux choses au même moment. C'est le besoin, la nécessité de vouloir communiquer, de vouloir raconter des histoires, de vouloir donner vie, une tension à des personnes qui probablement, dans leur vie ordinaire, ne sont pas prises en considération. Et nous avons cette chance de bénéficier du théâtre, dans le théâtre, d'avoir la possibilité de faire voir, de raconter que c'est pour... Nous avons la possibilité de donner un corps, une voix à ces personnes pour qu'elles puissent se manifester. La magie et la beauté du théâtre consistent en ceci, que ces personnes pourront être vues par les spectateurs au théâtre. Le spectateur sera contraint de les écouter. Et ensuite, il devra tenir compte de ce qu'elles disent et de la manière dont ils le disent. Et en ce qui concerne naître sur cette île... Allez-y, Francesco. Naître dans cette île... La Sicile, et c'est un endroit intéressant parce que c'est un endroit extrême, notamment en raison pour le bien ou pour le mal, pour la haine ou pour l'amour, et ceci est à la base de l'art. Ceci donc crée des sentiments, des émotions, il faut se donner complètement. Et dans cette île, c'est effectivement ce processus qui a lieu. C'est le sentiment de la vif. C'est être à vif, donc c'est là et il faut que ça s'exprime. Oui, il faut pouvoir se réveiller le matin et se créer la journée. C'est ça qui est fondamental. On va écouter, on va regarder et on va entendre votre théâtre, parce que les trois ont une importance dans ce triangle entre l'auteur, l'acteur et le spectateur. La pièce qui vous a amené à Paris aujourd'hui dans le cadre du Festival d'automne, c'est donc Il Cortile, la cour. Il y a trois comédiens. Il y a un troisième complice qui s'appelle Nicola Rignanese. Et cette pièce est mise en scène par Valerio Binasco. On va regarder un extrait. Pour situer votre théâtre, on est dans une zone où... apparemment, plus rien n'existe d'une société policée. Les rats mangent les jambes des gens. Pour communiquer, on parle non plus de personnes, mais de dentiers. Il y a des dentiers comme ça. Et c'est presque une fin du monde, ou c'est presque un monde complètement fini. Au sens de mort, hein, au sens d'un monde qui va mourir. C'est ça le... J'espère que ce monde, effectivement, se soit achevé de cette manière. Malheureusement, ce n'est pas comme cela dans le monde actuel, la situation actuelle de dégradation, d'accumulation d'immondices. Mais la chose qui nous intéresse le plus, c'est que nous souhaitons raconter dans ce spectacle, c'est comment, dans un monde de dégradation, un monde d'immondices, il peut encore y avoir la véritable humanité, comment la grande dignité peut encore exister, comment l'écoute, la possibilité d'écouter les plus faibles continue à se maintenir, et ceci pas seulement les paroles des plus faibles, mais également les silences des plus faibles. Et ceci est une chose tout à fait fondamentale. Et l'espérance, c'est vraiment cela. C'est que dans un monde qui va toujours plus dans l'horreur, c'est que l'on peut encore toujours récupérer les petits gestes, les petites caresses, et la possibilité donc de regarder, d'écouter l'autre, la possibilité d'aimer l'autre et d'aimer l'autre, c'est ça qui est le plus important. Il reste un espoir. Regardez le théâtre de Spiro et de Francesco. Sto leggendo. Come? In silenzio. È sempre giusto di leggere i giornali in silenzio.
Io sempre in silenzio leggo il giornale. Sì, quando sei da solo, non quando siamo in due. Non si può leggere in due in silenzio un giornale solo. Si può leggere. Nello stesso momento. Sì. Come? Uno sta davanti e l'altro sta di dietro. E chi tiene il giornale? Quello che sta davanti. E chi sta davanti? Quello che lo compra. Vuoi stare tu davanti? Ah, voglio stare davanti. Leggi la tua voce alta. Che ti leggo? Qualcosa per passare il tempo. Una cosa sui vecchi? Qualsiasi cosa. C'è una cosa sui vecchi, te la leggo? Leggi. I vecchi non li vogliono più in casa. Chi? I parenti. Come mai? Occupano troppo spazio. Ma tutti i parenti vogliono stare nella casa dei vecchi. L'importante è che ci siano i balconi. Perché? Per mettere i vecchi. Ma se non ci sono i balconi, i parenti vogliono dal condominio le chiavi della terrazza. Per mettere i vecchi. Sì, ma qualcuno non è d'accordo. Perché? Perché in terrazza vogliono stendere la biancheria. Ma quelli che prima non erano d'accordo, dopo si sono convinti. Perché? Perché i parenti hanno incatenato i loro vecchi nelle antenne di quelli che volevano stendere la biancheria. E non c'è un'altra cosa da leggere. Non è passato il tempo. Male, è passato male. Che ti leggo adesso? Niente. C'è una cosa sui bambini. Butta quel giornale. Sui bambini malati. Buttalo! Alors, la manière de traiter les vieux dans le monde occidental aujourd'hui, et peut-être dans l'Italie de Berlusconi, mais je ne sais pas. Parlons de votre théâtre. Auteur, acteur, spectateur. Qu'est-ce qui fait que ce triangle est fondamental dans votre théâtre ? Pourquoi est-ce que l'auteur ne peut exister que par la voix de l'acteur ? Et pourquoi est-ce que le spectateur, vous exigez du spectateur qu'il soit honnête dans son écoute ? Parce que c'est le théâtre. Le théâtre ne peut exister que par le truchement d'un texte, par le truchement d'un acteur, et ensuite que par le truchement du spectateur. S'il n'y a pas un acte d'amour, si au moment où la chose se produit, quand il y a une énergie qui passe, donc quand l'on tient compte des mots qui sont proférés par Spiro Shimon et par l'auteur, donc tout ton corps se remplit de ces paroles, se remplit de cette énergie, avec délicatesse, et en se tenant forte. Et ensuite, donc, on lance ce texte au public qui vient contempler ce spectacle. Donc là, il y a un échange fort qui se produit. Et c'est là toute la beauté du théâtre. Sinon, il n'y a rien qui se produit et tout devient embarrassant. Si rien ne se produit, tout est terminé. Donc c'est la mort du théâtre. Spiro, est-ce qu'un acteur peut mentir ? Est-ce qu'un spectateur peut mentir dans son écoute ? Non, absolument pas. La beauté du théâtre est justement que la fiction, donc nous savons tous qu'il s'agit d'une fiction, donc l'acteur, le spectateur, il sait très bien qu'il s'agit d'une fiction, donc le théâtre est une fiction, mais la magie, la grandeur de ce théâtre, c'est que celui qui opère cette fiction, qui donc établit donc l'écoute, il sera donc démasqué, mais de toute façon le théâtre a toujours la possibilité de démasquer celui qui feint d'écouter. Shakespeare, dans Hamlet, nous donne le mot de roi à Hamlet pour dire voilà le théâtre, voici le piège pour ceux qui écoutent. Alors, vous citez Shakespeare, on va forcément citer Beckett, dont on va voir quelques images. Beckett, c'est une référence dans votre théâtre. Il y a une véritable proximité dans l'absurde, dans la dérision. Presque dans le cynisme des situations que vous mettez en scène. On voit des images qui sont rares, parce que Beckett ne supportait pas d'être suivi par les caméras de télévision. C'est la référence pour vous ? Vous avez mis en scène En attendant Godot, hein, enfin vous avez... Beckett pour nous,
Et l'auteur le plus important du XXe siècle, c'est celui qui a transformé, qui a introduit, qui nous a amenés au théâtre moderne. Il restera toujours notre point de référence incontournable. Et il est absolument très important. Et il est très important également de chercher, de ne pas imiter Beckett, parce que ce serait une folie. Mais il faut le conserver comme point de référence, partir de là et toujours essayer de le transformer par rapport à notre propre culture, par rapport à notre propre expérience, par rapport à notre manière de concevoir le théâtre, par rapport à ce que nous avons nous-mêmes vécu dans notre enfance. C'est ça qui est important. Mais Beckett est et demeure certainement un point fort pour tous. Ce qui est extraordinaire quand on vous regarde, c'est cette dialectique qui existe entre vous. C'est-à-dire que vous parlez et en fait, il n'y a qu'un discours alors que vous êtes deux, ce qui est relativement étonnant. Mais je pense à votre volonté de faire du théâtre. C'est-à-dire que l'auteur n'existe que parce que l'acteur met sa voix dessus et la mise en scène est presque secondaire. C'est quelque chose que vous soulignez. Le travail fondamental, c'est l'auteur et l'acteur. Oui, d'après moi, c'est le travail de l'acteur, c'est un travail fatigant. C'est avoir à tout moment le courage d'opérer une écoute mutuelle. Il faut que nous soyons là véritablement. Et d'après moi, oui, faire du théâtre, c'est comme faire un match de tennis sans raquette et sans balle. Question, toujours pour essayer de définir votre théâtre, qui est amusant, qui fait sourire, mais qui rend triste par rapport à ce qu'il évoque de cette société individualiste qui rend malheureux. Parce que finalement, il faut aller chercher des petites choses qui signifient l'amour. Mais autre question sur le lieu de votre théâtre. En général, ce sont de petites salles. À Paris, c'était le théâtre de la Cité universitaire, donc ce sont des salles de 150, 200 places. Est-ce que là aussi, chez vous, il y a une exigence ? Est-ce que la petitesse du lieu fait la pureté du théâtre ? Oui, nous préférons des salles assez fort concentrées où le rapport entre nous et les spectateurs puisse être absolument très fort. Et ceci également pour notre manière à nous d'interpréter qui parfois consiste en des phrases presque murmurées, qui sont prononcées comme si nous étions devant une petite table, comme nous sommes assis ici en ce moment. Et ceci pour pouvoir rendre certains détails, certaines nuances des phrases, des mots. Et ceci est une chose importante. Et il ne s'agit pas c'est pas seulement le problème de la voix, de la parole. C'est également tout ce qui concerne le corps, le mouvement du corps. Il y a des petits regards, il y a des petits gestes et qui, s'ils sont effectivement remarqués, s'ils arrivent effectivement sur la scène, et ces gestes permettent de renforcer, le mettre à un niveau beaucoup plus élevé. Nous préférons ainsi des lieux extrêmement concentrés. Oui, mais quand un père, par exemple, veut réprimander un fils, qu'il veut dire quelque chose d'important à son fils, donc quand il dit un mot d'amour également à son fils, il le fait à la maison et pas dans la rue. Alors, dans ces petites salles, il y a cette écoute que vous exigez du public. Par rapport à Il Cortile, le thème essentiel, est-ce que c'est la pauvreté dans la société ou est-ce que c'est la solitude ? Quel est pour vous le thème essentiel d'Il Cortile ? D'après moi, c'est aussi bien l'un que l'autre. Moi qui vis en Italie et moi qui me suis transféré de la Sicile à Rome, je peux voir que par exemple qu'il y a des banlieues abandonnées, le théâtre ne va pas vers la périphérie, les banlieues sont abandonnées, les billets sont extrêmement chers.
Nous les avons laissés seuls. Il faudrait que nous recommencions de nous voir revenir dans les périphéries. Il faut que nous puissions donc assurer un soulagement aux pauvres qui automatiquement, sinon sont abandonnés à leur solitude. Est-ce que c'est un théâtre politique de ce point de vue-là? Oui, pour moi, oui, profondément politique. Moi, je vis dans un pays qui, d'après moi, où il y a donc l'argent du contribuable, où l'on fait donc les théâtres de l'État, les théâtres nationaux, où tout est déjà prévu d'avance. Et voilà, et les gens qui font ce travail, eh bien, c'est un travail déjà qui est devenu statique. Il faut que nous puissions aller de l'avant. Et si nous restons dans ces théâtres nationaux officiels, eh bien, il n'y a rien qui se produit dans ce genre de cadre. Et je dis qu'il faut fermer ce type d'institution et qu'il faut recommencer à zéro. Spiro? Du point de vue politique également, par rapport à la situation sociale actuelle, l'on parle dans ce spectacle de faim, l'on parle de solitude, de pauvreté, de faiblesse, de personnes qui ne sont même plus prises en considération, qu'on ne regarde plus. Ces personnes sont abandonnées à elles-mêmes, nous ne les écoutons plus. Et le problème fondamental est effectivement celui-là, les gens ne s'écoutent plus. Nous parlons toujours de dialogue, mais ce dialogue, pour nous, ce dialogue ne se produit jamais parce qu'il y a toujours ce désir de dialoguer sur des choses qui permettent de porter en avant ce dialogue. Mais si nous n'écoutons pas, comment est-ce que nous pouvons dialoguer? Il faut que nous recommencions à apprendre à écouter pour réentamer à nouveau le dialogue, mais dialoguer certaines fois sans éprouver le besoin de dire sans mots, mais également en nous regardant, en nous touchant, en écoutant le silence de l'autre. Écoutez le silence de l'autre, c'est une très belle expression. On va regarder un deuxième extrait de votre pièce Il Cortile. Dans cette société que vous décrivez, pour faire l'amour, il faut parfois utiliser des calendriers de femmes nues. Regardez. Tano! Che vuoi? Perché mi hai lasciato solo? Non ti ho lasciato solo. Non sei entrato subito. Avevo da fare. Che stavi facendo? L'amore. Stavo facendo l'amore. Ci sei riuscito? Sì. Fino in fondo? Fino in fondo. Non ti hanno preso a bastonate sul più bello? Non mi hanno preso a bastonate sul più bello. Con chi l'hai fatto? Non lo so. Non l'hai vista la sua faccia? L'ho vista la sua faccia. E chi è? Non lo so come si chiama. Non c'è scritto il nome. Che c'è scritto? Il mese. C'è scritto solo il mese. Dove l'hai conosciuta? Nel cortile. Stava sopra una panchina. T'aspettava lì. L'hanno abbandonata lì. Chi? Qualcuno che aveva già fatto l'amore con lei. Perché l'ha abbandonata lì? Per gli altri. Per far fare l'amore anche agli altri. Un bel sorriso. Sorride sempre. Anche quando fa l'amore? Sì. Tano, si può fare ancora l'amore? Nel cortile sì. Anche subito? Anche subito. Non è proibito? Non è proibito. Allora aiutami, Tano. Fammi alzare, mi voglio alzare. Écoutez le silence de l'autre, hein. On voit ces moments de silence que vous organisez. Une question sur la langue. Quand vous avez fait vos premières pièces, vous avez écrit en sicilien et vous faisiez l'acteur en sicilien. Vous êtes passé à l'italien, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi ce passage du sicilien, donc d'une langue spécifique, à l'italien? Le passage, nous avons dû le faire parce que quand j'ai commencé à écrire,
mes premiers textes en sicilien. On disait, voilà, c'est plus facile d'écrire dans une langue dialectale qu'en italien. Moi, j'avais repris ceci comme un défi, comme une provocation. D'après moi, ce n'est pas facile d'écrire en sicilien ou en italien, ou de dire voilà que l'italien est plus difficile que le sicilien. Il est difficile d'écrire, et c'est difficile d'écrire en sicilien, en italien, en français ou en anglais. Pour le théâtre, effectivement, il y a l'invention d'une langue de toute manière. Il n'y a pas une langue sicilienne. Oui, bien sûr, il y a des mots en sicilien, mais la langue doit pouvoir être une langue théâtrale. Ici, je vais citer un exemple par rapport au raisonnement de l'écriture. Je dis toujours que le texte théâtral est comme une partition musicale. Moi, je considère que les mots correspondent à des notes. L'ensemble de ces notes crée un son et tout se trouve là, toute la construction repose sur cela. Le son n'est pas indépendant par lui-même. Le son n'existe que par rapport à l'acteur, que par rapport au corps de l'acteur. Par conséquent, le texte théâtral, une fois qu'il est composé, n'est pas achevé. Il manque encore quelque chose parce que le texte théâtral ne peut exister que à partir du moment où il est représenté, à partir du moment où il est mis en scène, à partir du moment où l'acteur est présent avec son corps, quand le spectateur est présent, qui prend possession de cette parole. Mais alors, Francesco, vous êtes sicilien ou italien? Moi, j'aimerais être européen, ou même irakien, ou citoyen du monde. Une chose, voilà, celui qui fait ce travail, et je suis également content ici d'être en présence de ce grand maître. Parce que c'est la musique qui revient toujours à la charge. Nous trouvons absolument extraordinaire le fait que nous puissions travailler avec un instrument. Cet instrument, c'est le métronome. Nous, dans cette scansion des paroles, nous imposons une règle. Il y a la pause par rapport à des rythmes précis, parce qu'il faut que nous puissions nous retrouver dans une structure pour donner l'émotion. C'est pour ça que nous sommes souvent confrontés avec une musique, nous dialoguons avec la musique. Le théâtre est rythme, il est vie. Comme la musique, il est incantation, il est corps, c'est corps, rythme, musique, énergie. Si nous parlons de cela, donc sinon c'est seulement comme ça que ça peut devenir un théâtre avec un T majuscule, sinon c'est uniquement de la vulgarité. Et par rapport à ce que vous dites, l'un de vous deux a dit aussi le théâtre, c'est comme faire l'amour. Et quand vous êtes comme ça investi, on comprend. Ce que je voulais simplement signaler, donc vous étiez à l'occasion du Festival d'automne à la Cité internationale à Paris. La pièce Il Cortile est actuellement en tournée. Alors j'ai noté Lyon, Pau, Toulouse, Strasbourg. Et je note qu'en janvier 2005, 2 de vos textes, Spiro Simone, Bar et La Fête, sont repris à Nancy par la compagnie de Laurent Vacher. Et une semaine italienne est d'ailleurs prévue à cette occasion. Vos textes sont publiés chez l'Arche. Voilà si on veut retrouver les textes. Et même s'il faut les entendre, on peut aussi les lire et on trouve dans la lecture beaucoup de plaisir aussi. Maury Canté, qu'avez-vous entendu de ce qu'ont dit Spiro et Francesco? Ce que j'ai suivi, que quelque part, leur théâtre incarne quelque chose, incarne la vie des hommes, quelque part. Quand j'entends tout ce qu'ils disent, qu'ils expliquent par rapport à leur travail, je trouve qu'ils sont bien assidus et c'est de bons acteurs. Quand ils parlent de la voix, vous êtes d'accord avec ça, sur l'importance de la voix? C'est-à-dire le mot n'est rien s'il n'est pas dit. Oui, par exemple, chez nous, il y a un proverbe qui dit que le contenu d'un être humain sur le plan connaissance, on ne peut pas voir ça comme dans une bouteille sans qu'on s'exprime. Elle se voit. Et quand on s'exprime, cela va sans dire qu'on peut comprendre effectivement ce que l'on pense.
Henri Canté, on va vous écouter et ensuite on continue cette conversation. On va vous écouter avec un premier extrait d'un nouvel album qui s'appelle Sabou. La cause, c'est quelle cause? La cause, la bonne espérance que l'on puisse apporter à quelqu'un, par exemple le sabou. Une mère peut être sabou, un père peut être sabou, un époux ou une épouse, un enfant par rapport à ses parents. Sabou, cette bonne espérance est indispensable. On vous écoute dans un premier titre qui s'appelle Lonia. Mwamini kurusi kuvula fula sinani ya tela sinani tamagala tanyana ni bure sansa daloni yagiti sidi benyana ni sangare kana fumbili lima fula diri Taraminimbi Munambati gitara
nana bugayo futanke. Alors, on a entendu un extrait de votre album, mais ce n'est pas celui que j'annonçais, c'est On Diarama Fulbe, et on entendra Lonia tout à l'heure à la fin de cette émission. Maury Kanté, je voulais vous poser une question avec cet album qui est entièrement acoustique, ce qui n'était pas le cas des précédents albums. Est-ce que vous êtes réconcilié avec les vieux chez vous ? Parce que les vieux vous ont reproché finalement de faire de la world, c'est-à-dire de prendre la tradition et de la dénaturer avec les apports extérieurs, avec les guitares électriques, etc. Parce que quand on prend les qualificatifs qui vont avec votre travail, on a Afrodance, on a le funk mandingue, on a le griot électrique, ça a été un de vos surnoms. Vous avez adapté le rock, la salsa, le jazz, le rap, la techno. Donc vous avez tout fait avec votre musique originelle. Alors les vieux, ils vous pardonnent ? Les vieux, un moment, quand j'ai mis la kora dans un orchestre moderne, c'était un peu fâché. Mais je leur ai dit que si je ne le fais pas, vos petits-fils le feront un jour. Et aujourd'hui, il y a la kora dans le rap, il y a le balafon, les instruments traditionnels sont utilisés dans les orchestres modernes à travers le monde entier. Et en ce qui me concerne... C'est vous, ouais. Parce que c'est vous qui avez permis ça. En ce qui me concerne, je crois que les vieux sont très très contents aujourd'hui, d'autant plus que leurs enfants peuvent leur faire vivre de cet échange culturel. C'était indispensable. Et puis, alors, accessoirement, il y a une chose qui est plutôt bien chez vous, c'est que les vieux, on ne les met pas sur le balcon comme au fin fond de l'Italie. Chez nous, les vieux ne vont pas dans le balcon, mais ils vont derrière les cases. Ce qui revient au même Ce qui revient au même C'est ce qui revient un peu au même, parce que ils ont, vous savez, la classe d'âge, quand on vieillit, on est plus chaud, mais on est chaud dans l'esprit. Ce n'est pas dans le corps. Dans le corps, mais c'est dans la tête. Dans la tête, et on a envie de s'exprimer. Les vieux, les jeunes n'ont pas le temps. Mais entre eux, quand ils se rencontrent, ils s'expriment, ils se donnent des idées, même si les idées ne vont pas loin, souvent. On va explorer votre musique et votre parcours. Vous êtes né en 1950. Oui. Vous avez 2 pays, la Guinée et le Mali. Oui. Vous avez un père, une mère, un grand-père griot. Et comme griot, c'est génétique, vous êtes griot vous-même. Oui. Et la musique a fait votre réputation, votre renommée, votre carrière internationale. Tout à l'heure, on parlait de l'amitié adolescente de Spiro et de Francesco. Chez vous aujourd'hui, quel est le moment de l'enfance qui a été le plus déterminant ? Dans mon enfance ? Ouais. Est-ce que c'est l'enfance ? Est-ce que c'est l'adolescence ? Est-ce que c'est cette mère qui parce qu'elle est griot, vous transmet ? Est-ce que c'est le grand-père ? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui aujourd'hui... qu'est-ce que vous retenez ? Ce que je retiens, c'est d'être né quelque part, dans une famille de griots. Je suis un chef spirituel des griots. Et en plus d'avoir vu et vécu des grands événements auprès de mon grand-père maternel, que je porte le nom, et d'avoir vu la musique. Alors c'est celui qui avait 78 enfants, c'est ça ? Ou, le grand-père maternel. 61. 61. Excusez-moi, j'en avais rajouté quelques-uns. Et donc c'était un grand chef, un grand griot. Et quand on est dans le dos de nos mères, les enfants, les jeunes garçons ou les filles, les mamans jouent le carignan et les oncles sont assis au sol, jouent le balafon. Donc l'enfant saute les épaules de sa maman pour regarder ce qui se passe en bas. Donc il entend les chansons, il entend le son des balafons. Et souvent, quand la maman est fatiguée, elle descend l'enfant au califourchon et le faire asseoir. Et tout de suite, on a envie de jouer le balafon. Tout de suite. Et on emmerde le balafoniste qui est à côté. Et par finir, ça devient...
on est curieux. Cette curiosité nous amène les enfants à jouer le balafon. Moi, à l'âge de 4 ans, j'ai commencé à jouer le balafon. À l'âge de 7 ans, donc j'étais un petit balafoniste, donc le petit balafoniste du village. Comment est-ce qu'on décrirait le balafon? C'est quoi? C'est un xylophone? Oui, c'est un xylophone, mais avec des petites gourdes en bas qui donnent les calebasses qui font la résonance. Et le balafon, d'abord, c'est un instrument rythmique, sonore. Un instrument rythmique. Et la kora, c'est cette guitare qu'on vous a vu tenir dans le moment musical qui a précédé. Hein. C'est ça la kora? Oui, c'est ça la kora. Ouais. Et la kora, c'est un instrument pour la cour royale, pour les assises. Alors, vous êtes quand même aujourd'hui quelqu'un qui a fait connaître mondialement la kora et le balafon. Si tout le monde se l'est approprié, vous parliez du rap tout à l'heure, c'est grâce à vous, c'est parce qu'à un moment, vous avez su finalement mondialiser cette culture africaine. Aujourd'hui, vous revenez, je le disais tout à l'heure, à un album purement acoustique. Est-ce que c'est un retour aux sources, comme depuis 5 ou 6 ans, finalement, les artistes africains vont plutôt vers l'acoustique et vers le retour aux sources? Et pourquoi, si c'est le cas, pourquoi est-ce que vous avez éprouvé le besoin de... C'est un cycle? Moi, il y a très longtemps, j'ai ce retour aux sources parce qu'à chaque fois, dans mes disques, il y a le balafon et il y a la kora. Oui, mais quand c'est branché sur du 220, c'est pas tout à fait la même chose que... Donc, cette fois, je l'ai fait, c'est pas pour autre chose, c'est pour prouver que les instruments traditionnels africains peuvent avoir une place dans la musique universelle. Et à faire prouver aussi que, vous savez, chez nous, dans les pays mandingues, nous interprétons le jeu des instruments traditionnels dans les instruments électriques. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc faire l'inverse, donner aux instruments traditionnels leur vraie place, leur trouver un créneau, comme je l'ai trouvé pour les autres instruments. C'est pourquoi dans ce disque, il y a beaucoup d'instruments traditionnels de percussion et des instruments lyriques aussi. Vous êtes, vous le disiez il y a une seconde, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Oui. Hein, la musique et le fait d'être griot. Je vous propose de regarder un documentaire qui a été réalisé par Daniel Martineau en 1991. Vous retournez au pays et au pays, vous allez voir votre mère. Je présente ma mère, la griotte. Elle a fait son temps et elle a beaucoup chanté. Elle est une grande, très grande chanteuse aussi, griotte. Mbemba ere, mbemba trenyama, akuyo nyafo. Son père était un chef de griot, très grand chef de griot. Il n'a exercé aucun autre métier que d'être un griot, et un vrai griot. Et toute l'Afrique occidentale, donc notre sous-région guinéenne, dans plusieurs pays mandingues ont entendu parler de lui. Elle est la fille de ce Mouri Kamiso, dont moi, Mouri Kanté, je porte le nom. Elle est l'une des filles, car il a eu plusieurs enfants. Il a eu près de 68 enfants. 68, tout à l'heure vous avez dit 61. Bon, 68. Ouais, voilà. Il y a 10 ans, il y en avait 6 de plus. Bon. Ah oui, mais, vous n'avez pas fait raison. Alors, vous avez fait connaître mondialement les instruments de musique traditionnels africains, vous les avez inscrits dans l'universel. Hein. On peut être triste parce qu'on vous sent épanoui par rapport à la musique et un certain nombre de vos collègues chanteurs ou musiciens africains sont épanouis et ont contribué à faire connaître la musique africaine. En revanche, on est déçu parce que finalement, on peut avoir l'impression que le monde ne se nourrit que de ça en Afrique, que de la musique et que de cet apport musical. Comment est-ce que vous, qui avez été ambassadeur pour le Fonds mondial pour l'alimentation, comment est-ce que vous vivez
finalement ce qui doit être une déchirure entre le succès mondial que vous avez et en même temps cette pauvreté dans laquelle on laisse l'Afrique? Vous savez que je peux vous dire que l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Et en plus, l'Afrique est une partie de cette planète Terre donc, qui est en train de se développer. On peut faire son effort, on peut se battre, on peut, je peux dire que c'est de jeter une goutte d'eau dans la mer, c'est ce que nous faisons. Parce que le problème est colossal. Il s'agit de la faim au monde. Et l'Afrique est une partie qui est sous-développée et qui a faim, qui a des problèmes économiques. Oui, mais là, on est bien d'accord que la musique ne suffit plus. Oui, la musique ne suffit plus. La musique suffit seulement à exprimer, à dire à l'opinion internationale et mondiale que la faim existe parce que nous la connaissons. Nous connaissons la faim parce que nous sommes nés là. Et alors, quand vous chantez la faim, ou quand vous parlez de la faim ou de la solidarité nécessaire, est-ce que vous vous sentez autant entendu que quand à New York ou à Paris, on va vous écouter dans les salles de concert? C'est pourquoi, dans ce nouvel album, j'ai créé une chanson qui s'appelle « L'ennemi ». La faim, c'est l'ennemi. Donc, on m'écoute et on me comprend. Et c'est pourquoi, au sein de la FAO, j'ai fait mon effort. Souvent, en Scandinavie, on joue. Quand je joue, donc, les organisateurs enlèvent une partie de leur rentrée, me donnent ça pour donner à la FAO. Et on a fait de grands concerts pour aider. Donc, des téléfood, on a fait des concerts un peu partout pour pouvoir subvenir et de donner notre apport. Et surtout, le plus important, c'est de dire que la faim existe, qu'on peut irradier cette faim. Aujourd'hui, l'humanité, je peux dire, il y a d'autres peuples qui sont tellement développés que... Encore faut-il vouloir l'éradiquer, hein. Encore faut-il le vouloir et le décider. Oui, c'est ça. Donc, tant que la faim existe, il y aura des gens qui vont dénoncer que, quelque part, dans le monde, il y a des gens qui meurent de faim. Maury Kanté, aujourd'hui, vous vivez en région parisienne. Votre femme est française, vos enfants vivent en France. Oui, l'un est déjà musicien et travaille avec vous. Qu'est-ce que vous leur souhaitez à vos enfants ? Comment est-ce que vous imaginez leur futur ? Est-ce qu'il est occidental ou en Occident, ou est-ce qu'à un moment, il repasse forcément par l'Afrique ? Ce qui est bien, que je trouve qui m'a plu, c'est que ces enfants vont recevoir les deux éducations. Et le métissage est l'avenir de l'humanité. Ça, c'est clair et net. De savoir que moi, je les éduque à la maison, à ma manière. Et ils ont aussi leur éducation à l'école. Et souvent, quand ils vont en vacances, au retour des vacances, les enfants me parlent. Je trouve que c'est extraordinaire. Je trouve que quand moi je grandirai, d'autres disent quand je grandirai, vraiment je ferai tout pour développer l'Afrique. Et je ferai tout. Ouais, les enfants sont au courant donc, de la misère de l'Afrique. La musique, avec ce qui a fait votre succès et votre réputation mondiale, je vous propose de regarder un extrait de l'émission Africa & Co. Elle date du 24 août 1988. Et votre tube, c'est Yeke Yeke.
Votre musique a servi aussi au Mondial 98. Et à l'époque, on vous avait inventé le métissage, hein, la France black, blanc, beurre. Or, au fond et en substance, on était déjà dans la discrimination raciale à l'embauche, pour les appartements, etc. Quel est votre regard d'Africain qui vit en France sur cette société française qui est obligée de légiférer contre la discrimination raciale? Moi, je trouve que, quelque part, je trouve que la France et l'Afrique, c'est une histoire, c'est une vraie histoire. Pas toujours belle, hein? Voilà, pas toujours belle. Voilà, je dis c'est le cours de l'histoire humaine. Emblématique. Ouais. Un symbole. Et un symbole, et à savoir que je trouve que je peux vous dire que la vie de la société humaine, c'est comme une batterie de voitures. Il y a le pôle plus, il y a le pôle moins, il y a la négativité et il y a la positivité. Quand on touche les deux fils, il y a la réaction, l'électricité. C'est ce qu'il faut gérer. Pas évident, jamais. Il faut gérer ça pour qu'il y ait assez de... que cette électricité soit apte, hein, à pouvoir servir à quelque chose. Est-ce que vous voyez, bon, par exemple, s'il y a beaucoup d'Africains qui viennent en France, qui viennent en Europe, en exil, je peux dire, c'est qu'en Afrique, ça ne va pas. Je peux dire que l'Afrique a eu une indépendance politique, mais pas économique, je peux le dire. Ou que l'Occident est un mirage. Voilà. Et à savoir que, de toute façon, l'Afrique, aujourd'hui, a vécu avec l'Occident. Ça, c'est vrai, dans le passé. Voyant le temps de la colonisation et de la décolonisation. Et aujourd'hui, si on pouvait aider l'Afrique pour que ces Africains restent en Afrique, si on pouvait aider l'Afrique à la développer, ça, c'est très, très important. Je crois que... Mais en même temps, vous avez du mal aussi, parce que quand vous voulez créer en Guinée un complexe culturel pour aider à l'émergence de nouveaux talents, vous galérez, passez-moi la trivialité, violemment. Enfin, vous avez mis des années et encore, c'est encore bancal. Oui, je peux dire que si j'ai mis des années, je veux faire quelque chose. Avant de demander de l'aide, il faut qu'on trouve que j'ai fait quelque chose, j'ai les terrains, j'ai tout. Et en ce moment, c'est une vie. Hein, c'est un projet qui vous en parlez depuis 20 ans. Voilà, c'est pas 20 ans. 15 ans. Non, pas 15 ans. Mais ce qui est sûr et certain qu'aujourd'hui, on est à l'état de la fin des grosses œuvres. Maintenant, on attend, on va faire la finition et l'équipement. Hein? Donc, c'est une affaire qui marche, comme on dit. Voilà, c'est ça. Donc, on a demandé aux gens un peu partout, ceux qui peuvent s'associer à moi pour le terminer. Et je crois qu'il va y avoir des gens qui sont intéressés. Enfin, on vous le souhaite en tout cas. Je voudrais qu'on écoute Salif Keïta sur ce qu'on appelle la world music, qui est, bon, dont certains disent, enfin certains, je pense à Philippe Constantin, hein, qui est mort il y a quelques années, mais qui vous a publié, qui disait que c'était un concept marketing, hein, finalement. Mais je voudrais qu'on écoute Salif Keïta, Des mots de minuit en décembre 99. Voici comment lui justifiait son besoin de s'enrichir au contact de cultures différentes. Donc, aller vers la world. Hein. Moi, je crois qu'il y a pas mal de cultures qui se sont enrichies à travers d'autres cultures. Moi, j'aime apprendre. Quand je vois d'autres musiciens qui font autre chose que moi, j'ai envie d'avoir des choses d'eux. Comme eux, ils ont envie d'avoir des choses de moi. Comme il y a pas mal de musiciens africains, occidentaux qui ne sont plus vraiment occidentaux, qui font d'autres choses, qui s'éclatent dans d'autres cultures. On vous dit, vous trahissez quand vous faites ça. Oui, mais n'est-ce pas, la civilisation, pour moi, c'est la trahison de génération par d'autres générations. Ce n'est pas une mauvaise trahison. Commentaire, Henri Cantet, sur ce que dit Salif Keïta. Vous l'avez, dans la fin des années 70, vous l'avez remplacé quand il a quitté le Rail Band, hein, et c'est vous qui lui avez succédé. Oui. Mais par rapport à ce qu'il dit, donc, il n'y a pas de mal à faire de la world, il n'y a pas de mal à mélanger tous les apports, toutes les cultures. Vous êtes d'accord, mais vous l'avez fait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous
vous êtes toujours dans le mélange à outrance? Je peux dire que si j'ai fait cet album, c'est pour cela. Vous allez l'écouter et vous verrez que... Je l'écoutais, hein. Voilà, et vous verrez que le trait d'union est toujours la même s'il ne serait-ce que des instruments traditionnels. Ça veut dire que je pense que si on parle de world music, ce mélange de culture universelle, mais quelquefois, quelque part, nous sommes dans un jet, un gros avion. Donc il y a la première classe, il y a la classe affaires, il y a la classe économique. L'avion vole pour tout le monde et doit atterrir pour tout le monde. Je trouve que le sens de la musique universelle, c'est comme un seul individu humain. Moi, je trouve comme ça, que si on a mal au doigt, tout le corps sent la douleur. Mais comment est-ce que vous faites les classes? Comment est-ce que vous faites la distinction entre les classes dans la musique? Très bien, parce qu'on a traité la musique des autres mondes comme world music. On nous a... Or, c'est de la pop musique, c'est de la musique populaire. Mais à un moment, on a dit world music pour nous différencier un peu de la grande musique mondiale qu'on connaît, de ceux qui vendent des millions et des millions d'albums. Mais quant à nous autres, même si nous avons vendu quelques petits millions d'albums, donc on dit world music, donc musique du monde. Donc c'est pourquoi j'ai classifié, j'ai dit que tout est pop musique, tout est musique populaire. Mais vous ne répondez pas à ma question. Quand vous voyagez, quand vous prenez l'avion, vous voyagez en première, en éco ou en business? Là où on me met, je voyage là-bas. Mais en tout cas, quand je voyage toujours avec ma kora à côté, en classe affaires ou partout où on peut me mettre. Vous prenez beaucoup de place, donc, hein, finalement, parce qu'il y a un instrument de musique avec. Aujourd'hui, ce sera ma dernière question. Aujourd'hui, donc, vous revenez à un album tout à fait acoustique. Où est-ce que vous allez encore vous nourrir? Parce que vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour de toutes les influences musicales possibles et imaginables. Donc, où est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore une oreille qui traîne? Il faut savoir que quand on travaille en tant qu'artiste, on doit avoir des projets artistiques. Donc, beaucoup de cartes dans la manche. Eh bien, alors, montrez-moi la manche. Et donc, cela va sans dire que, étant africain, étant griot, et de tout ce que j'ai fait, parce que j'ai fait des grandes troupes, comme les ballets africains à Abidjan, j'ai amené une symphonie d'instruments traditionnels ici à l'inauguration de la l'Arche de la Défense, ouais. Plus de 100 personnes. Donc j'ai des ressources. Vous avez de quoi faire, comme on dit. Ouais, c'est ça. Mais je suis d'accord avec vous, mais simplement, votre oreille musicale, qu'est-ce qu'elle cherche aujourd'hui? Où est-ce qu'elle est interrogée? Quand vous écoutez, peut-être vous écoutez la radio le matin ou vous achetez un disque de temps en temps, où est-ce que vous vous dites, là, il y a quelque chose dont éventuellement je peux me nourrir? Est-ce que c'est le rap? Est-ce qu'il y a un endroit où... Il y a beaucoup d'endroits. Par exemple? Par exemple, la musique classique. J'aime beaucoup la musique classique. J'aime tout ce qui est rythmique. J'aime, je peux dire, la pop musique. J'aime surtout le jazz. J'aime beaucoup le jazz. Et c'est tout cet ensemble qui m'aide à réfléchir, mais toujours, je fais toujours un trait d'union avec la musique africaine. Je veux placer la musique africaine, la donner un créneau. Ça me fait toujours penser quand j'écoute les autres musiques, et c'est extraordinaire. Spiro Cimone et Francesco Sframelli, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Maury Kanté? Sa douceur, sa manière de toucher l'instrument, la manière qu'il a de toucher les cordes de son instrument, également la manière qu'il a d'exprimer ce qu'il dit, son amour pour son pays, son amour pour son extraordinaire instrument. Ça a été une magnifique rencontre. Beaucoup de choses, nous les retrouvons également dans ce qui correspond également à notre manière de rechercher l'art. Il a dit une chose très très belle: il n'abandonnera jamais dans sa musique, aussi diverse qu'elle soit, ses propres racines. Et ça, c'est une chose fondamentale. Nous avons beaucoup de chance quand nous disposons de nos propres racines. Et à partir de ces racines, il y a les arbres et les fruits qui poussent.
Beau compliment. Merci beaucoup. On continue en musique, on va écouter Tinariwen. Les musiciens de Tinariwen sont des militants touaregs originaires du Mali. Et au départ, en 1982, le groupe a été fondé par Ibrahim Ag Al-Habib. C'est le leader du groupe. Et à l'époque, il y avait une répression malienne contre les Touaregs. Et ces musiciens, avant de produire du blues, eh bien, avaient d'un côté la Kalachnikov pour défendre l'idée qu'ils se faisaient de leur identité. Et de l'autre côté, ils avaient leur instrument de musique. On écoute Tinariwen dans un extrait de leur dernier album qui s'appelle Ama Sakoul. Et voici comme titre Wala'i Lahar Tesninan. J'espère que je n'ai pas trop écorché. Musique. تكمي وندغم ترهينم والله إلا عرف سنينم تكمي وندغم ترهينم إيجاديك والتقيمة إيجاديك والتقيمة تفلم داتا أواديجا تفلم داتا أواديجا مشت مون دلياطي وعند مغارة تكمي وانتك مشت مون دلياطي وعند مغارة نكز جزاء قواهم نكز جزاء قواهم لامي وديا أنت الطاسم لامي وديا أنت الطاسم ورد السيناء مواهم لامي وتيا أنت الطاسم ورد السيناء مواهم أرسميضي إشنيناون أرسميضي إشنيناون كيكا يتما أتغلاضم كيكا يتما أتغلاضم
extrait de leur album Amasacool. Je voulais vous le signaler également, on parlait du jazz, Maury Kanté, il y a une seconde, une histoire du jazz vocal de 1911 à 1953, 20 CD qui prennent des versions longues donc de toutes les voix du jazz. La collection est présentée par André Francis et Jean Schwartz. C'est présenté au Chant du Monde, Harmonia Mundi. Voilà l'histoire du jazz vocal, nous vous le conseillons. Nous ont rejoint Bruce Manderson pour son autobiographie érotique chez Rivage et Mine 38 pour eh bien, notre collaboration mensuelle avec le magazine littéraire. Vous allez nous donner vos conseils de lecture et puis on parlera également du contenu du magazine littéraire. Bruce Manderson, autobiographie érotique, c'est une poursuite de votre voyage dans l'underground, enfin dans ces zones où les intellectuels aujourd'hui devraient encore trouver leur inspiration? Non, pas vraiment. Vraiment, c'est une nouvelle étape pour moi, ou peut-être une nouvelle vie. Tu étais fini à une certaine période aux États-Unis, j'étais très démoralisé, et pour moi, c'est quelque chose de complètement nouveau, vraiment. Ouais. Cette autobiographie érotique, c'est-à-dire ce voyage que le narrateur de votre livre, mais bon, c'est vous, entreprend vers la Roumanie et vers d'autres frontières. Oui, c'est plutôt un exil, je crois. Alors, ça vient de toutes mes illusions new-yorkaises étaient détruites par les changements historiques à New York et par les politiques et peut-être à cause de mon âge et l'environnement que j'ai connu à Times Square était complètement disparu et à cause de ça, j'étais dans une phase complètement vide et j'ai pris un exil vers l'Est, vers l'Europe. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, vous écrivez ceci. Bien sûr, ça se passait avant que Manhattan ne devienne un centre de divertissement pour célibataires d'une classe unique et que la vie des gays ne devienne un nouvel exemple de l'assimilation au mode de vie dominant. À présent que l'existence des homos devient de plus en plus fade et terne, elle ressemble de plus en plus à celle à laquelle je voulais échapper. Le champ de ma libido s'est rétréci et comme l'écriture, c'est du désir, mes textes sont aussi devenus plus courts. Je me languis de voix nouvelles, de nouveaux univers. C'est l'Est? C'est assez dur, ça, oui. C'était l'Est par accident. Oui, vraiment, j'ai senti que mon chemin était assez vague et par coïncidence, j'ai reçu un travail dans l'Est. Un journal m'a demandé de faire une enquête sur les bordels de Hongrois à Budapest et je suis allé et tous les incidents qui sont passés après ça, c'était par chance, ce n'est pas vraiment par choix. Mais j'étais prêt pour des expériences comme ça, oui, bien sûr. Alors, est-ce que c'est alors la dernière frontière, vous êtes un écrivain de l'underground et vous développez cette théorie qu'entre cette classe moyenne qui correspond à la mondialisation, ou qui correspond à cette société mondialisée, oui. Et le lumpenprolétariat, c'est-à-dire les plus pauvres d'entre nous, il n'y a plus de connexion, il n'y a plus de correspondance. Oui, j'avais cette idée, oui. J'avais cette idée avant. Maintenant, je sais que c'est un peu plus compliqué. Mais ce que j'ai trouvé, même en hongrois, quand j'étais hongrois, que maintenant le mode de pouvoir culturel, ça vient de Amérique du Nord. Et ce n'est pas seulement l'Amérique du Nord, mais c'est un style de la classe moyenne de la banlieue de l'Amérique du Nord. Et on exporte ça, et où on voyage maintenant dans l'Occident, et même dans l'Est maintenant, on trouve ça, et même les gens qui veulent beaucoup de succès, qui avaient l'ambition, c'est vraiment drôle parce qu'ils imitent ces costumes et ces moyens d'identité assez fades, assez moyennes. Et l'idée d'imiter des riches et des gens nobles et tout ça, c'est parti maintenant. Ouais. La foule arbore cette expression de pruderie suffisante qui semble s'être substituée à l'élitisme branché partout où je voyage ces derniers temps. Ceux qui ont tiré le ticket gagnant du capitalisme mondialisé n'ont plus aucune sophistication aristocratique à singer, rien que la bovine satisfaction des banlieues résidentielles de l'Amérique du Nord triomphante. Oui, mais... Moi, je bien, mais plus vous avancez dans votre travail de description de ces zones où quelque part peut-être on peut s'inspirer, moins vous trouvez de solutions et moins il y a d'issues. Hein.
Oui, oui, c'est vrai. Aussi, je suis un peu embarrassé par ces lignes parce que c'est un peu décadent. Ça montre un peu de nostalgie pour des vieux temps qui étaient avec plus de classes, avec plus de différence entre les classes, quand on avait des riches qui avaient vraiment un style de vie qui était complètement différent de tout le monde et avaient des travailleurs avec leur culture et avait une toute petite classe moyenne. Et maintenant, la classe moyenne est devenue plus en plus grande et c'est avalé les autres classes et le monde est complètement... Mais alors, quand vous allez, vous, dans l'Est, et que peut-être là, il y a quelque chose de nouveau à trouver, une inspiration à trouver, finalement, c'est une illusion aussi, parce que ce prostitué roumain qui semble incarner le lieu où pourrait se déverser la libido de l'occidental qui vient de New York, finalement, c'est un leurre. Oui, c'est un leurre, mais moi je crois que j'ai trouvé quelque chose un peu plus profond et un peu plus exotique, mais surtout en Roumanie, parce que la Roumanie, ce que je trouve très intéressant là-bas, on a deux choses qui se confrontent, qui se rencontrent. On a une culture de paysans très pure, très spirituelle, très religieuse, et il y a des gens qui vivent comme c'est le XVIe siècle. Par exemple, dans la région de Maramuresh, il y a des gens qui n'ont pas d'électricité, qui cultivent les champs avec des vaches et qui ont une mentalité hors d'histoire. En même temps, dans les villes et dans le gouvernement de la Roumanie, on a une politique tellement perverse, tellement sophistiquée, tellement mondiale. Et ce qu'on trouve est la confrontation entre les deux. C'est ça que moi j'ai trouvé très intéressant, très excitant. En même temps, et on peut penser que l'histoire est finie, la grande histoire est finie, parce que quand je vais lire 10 lignes là, et on se dit voie sans issue, c'est-à-dire qu'on est dans l'impasse. Hein, parce que finalement, là où vous dites qu'éventuellement on peut trouver quelque chose et que la Roumanie a cet exotisme qui pourrait être novateur, vous écrivez quand même. Cependant, dans cette ville, le deuil ne tient pas à des choses tangibles, plutôt à l'atmosphère de déplacement, au vide du paysage, semblable à un rêve, à la de Chirico. Sur les visages des gens âgés, on peut lire les traces du trauma, accentuées par les problèmes actuels dus à la misère, ce qui confère à leur regard quelque chose de lointain. Leurs postures sont dominées par des souvenirs vivaces, des vies perdues, ce qui leur donne l'air de n'être qu'à demi-présent. Oui. Même les plus jeunes, qui ne peuvent avoir connu la répression communiste ou la violence révolutionnaire, ont une démarche de somnambule, un regard désincarné lorsqu'ils arpentent les rues. Je suis persuadé de discerner sur leur visage cette expression engourdie, presque extatique, que j'associais auparavant à quelque chose de pastoral. Oui, mais ce que j'ai vu en Roumanie, et la raison que j'ai dit ça, j'ai vu la solitude, l'isolation. C'est ça que j'ai vu, parce que jusqu'à récemment, les Roumains ne peuvent pas voyager dans les pays de l'Ouest. Mais vous pensez que s'ils pouvaient voyager, ils trouveraient le modèle bovin américain? Oui, je crois, parce que c'était un pays qui était isolé à cause du communisme. Et c'était à cause de ça, mais ce que je trouve est que c'est maintenant l'Union européenne qui va changer tout ça, qui va assimiler leur culture et qui va changer tout ça. Et qui va... Moi, je crois que l'Union européenne s'est modelée sur le modèle américain, sur le capitalisme américain. Et le plus que ça avance, le plus que ça devient uniforme, oui. Bruce Manderson, j'ai deux questions peut-être encore à vous poser rapidement pour conclure. Est-ce qu'on peut se débarrasser de sa bourgeoisie? Puisque vous êtes un bourgeois, vous avez la chance de la bonne éducation. Et donc vous êtes toujours dans la transgression de cette bonne éducation. Mais en même temps, on sent bien que vous êtes toujours dans un appétit qui ne peut pas être rassasié. Non, mais je pense que j'ai une bonne réponse pour ça. Est-ce que vous pouvez vous débarrasser de votre sexe, de votre genre? Ça veut dire l'identité pour toujours. Mais la raison de faire l'amour, de tomber amoureux de quelqu'un, on perd notre identité un peu, on ouvre aux autres identités, mais non, on reste le même, oui. Mais ce sont des aventures, des expériences qui ont élargi pour un moment. On perd son identité pendant des moments, mais pas pour toujours.
toujours. Et alors, ma dernière question, vous êtes traducteur, vous enseignez à l'université de la littérature, vous parlez remarquablement français. On imagine que vous n'aimez pas forcément Georges Bush. Je n'ai jamais enseigné la littérature. Mais... Non, vous enseignez à l'université, pardon. Ah oui, c'est vrai. Oui. J'ai dit la littérature. Oui, d'accord. Oui. Excusez-moi. Donc, je disais, on imagine que vous n'aimez pas forcément Bush, ni pas plus Kerry d'ailleurs, mais bon, je ne vous poserai pas la question. En revanche, vous êtes traducteur de Solers, de Guyotat, en France, de Virginie Despentes, de Rob Grillet. Oui. Qu'est-ce que, en un mot, mais c'est ridicule, mais qu'est-ce qui vous attire chez ce panel d'écrivains, dans ce panel d'écrivains? Moi, je suis anglo-saxon et je pense que j'étais attiré par l'esprit latin. C'est dans tous pour moi, ce sont des écrivains catholiques dans le sens culturel. Et pour moi, c'était un autre moyen d'échapper de mon identité. Ouais. Merci Bruce Manderson. Vos textes, je pense à New York Rage ou Toxico, ont été publiés chez Rivage, et on vous recevait il y a quelques années pour Un Nouvel Art Dégénéré, publié également chez Rivage, qui est votre éditeur français fidèle. Dans l'actualité cinéma, je voulais vous signaler chez Blackout une nouvelle collection avec 6 films de cinéastes d'horizons très divers, du Cambodge à la Russie, en passant par l'Algérie ou Israël. Il y a Little Sénégal, c'est un film de Rachid Bouchareb. Alors, rapport complexe entre les Noirs d'Afrique et les Noirs anglo-saxons, les Noirs d'Amérique. C'est un film qui tourne autour de cette confrontation difficile. Je voulais vous signaler également Sansa, un film qui est très esthétisant, à la limite d'un travail plastique. C'est signé Siegfried. C'est un road movie autour, notamment avec Roche Dizem et Ivry Gitlis. Les aventures rocambolesques de Sansa à travers le monde. Toujours chez Blackout Collection. Enfin, je voulais vous signaler, on vous en avait déjà parlé, de Gus Van Sant. C'est sorti il y a quelques jours chez MK2. C'est Jerry, Casey Affleck et Matt Damon dans alors c'est pas un road movie parce que là c'est plutôt un desert movie. Ce sont deux adolescents qui marchent dans le désert, et au bout d'un certain temps, la solitude intervient et fracasse ce qui devait initialement être une promenade ou une randonnée. Gus Van Sant. Mine Tranui, bonjour. Bonjour. Le magazine littéraire, on en parle tous les mois. Ce mois-ci consacré à la pensée libertaire, donc de Lao Tse aux altermondialistes, avec un grand entretien avec Antonio Tabucchi qui a sorti Tristan Homer aux éditions Gallimard. Et qu'on a reçu d'ailleurs, qu'on a reçu récemment, Antonio Tabucchi. Entre Lao Tse et les altermondialistes, il y a des connexions, c'est évident. Vous les découvrirez en lisant le magazine, précisément. C'est gentil. Non, mais pourquoi de Lao Tse aux altermondialistes? Ça fait quand même un bond gigantesque. Oui, justement, comme c'est vrai que ces derniers temps, dans l'actualité brûlante, on parle beaucoup des libertaires. Et donc c'est vrai qu'on a essayé de faire le pont précisément en essayant de déterminer en fait ce qui pouvait lier tout au long des siècles tous ceux qui cherchent à penser autrement. Voilà. Donc effectivement, ça passe aussi bien par Guy Debord que par Raoul Vaneigem. Qui ne veut pas venir à la télévision. Raoul Vaneigem. Conseil de lecture avec Matthew McIntosh, ça s'appelle Well, c'est publié au Seuil. C'est un très jeune garçon et on n'est pas très loin de cette envie de renouvellement de la vision sur l'Amérique avec Well et McIntosh. Oui, tout à fait. Alors en fait, Matthew McIntosh, effectivement, Well, c'est son premier roman. Et il a été très soutenu par Hubert Selby Jr., qui l'a vraiment porté au nu. Donc c'est un jeune auteur très doué. Et en fait, Well se présente un peu comme un roman puzzle qui entrecroise en fait les différents destins d'habitants d'une banlieue de Seattle et d'une banlieue minée par le chômage et l'angoisse du lendemain. Donc en fait, c'est une espèce de patchwork de scènes de quotidien, une espèce de forêt de pensées, de préoccupations et d'idées. Aussi bien, on suit en fait les destins à la fois, par exemple, d'une mère au foyer, d'un chômeur, d'un boxeur, même d'un étudiant en pisciculture.
Et en fait, en organisant comme ça leurs différents destins, Mackintosh en fait fait entendre une espèce d'hymne aux démunis. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce roman, c'est qu'avec beaucoup de maîtrise, avec beaucoup de talent, il tâche de donner un visage en fait aux grands mots, que sont par exemple la pauvreté, la vieillesse, la folie, le chômage. Et en fait, d'une certaine manière, il incarne finalement des problèmes de société et il donne chair aux anonymes d'une Amérique qui est à la dérive. Et on sent dans la manière dont il fait parler le mental des gens, on sent l'écartèlement et le fait que la société les broie dans la manière dont ils la vivent et dont ils essaient de l'expliquer ou de parler de la manière dont ils la subissent. Un petit extrait peut-être. Well. Well qui veut dire le puits. Et donc justement, la plupart des personnages sont au fond du puits et ils tentent de se débattre. Parfois, je devenais très silencieux. Shannon faisait de son mieux pour me faire parler. Elle me demandait à quoi je pensais. Je sais qu'elle voulait me rendre l'appareil, être là pour moi, en chair et en os. Mais malgré toute l'affection et même l'amour que je lui portais, je l'aime peut-être encore, elle ne savait ni me mettre à l'aise, ni me désencombrer l'esprit. D'habitude, quand ça me prend, cette lourdeur, je descends sur la jetée et je regarde l'eau. C'est mieux la nuit quand tout est calme. Derrière moi, les collines d'où je viens sont illuminées et l'océan se déploie sous mes yeux, gigantesque couette noire. C'est comme les recoins perdus dans mon esprit que je n'arrive pas à éclairer. Voilà, Mathieu Mackintosh, Well, traduit par, voilà, c'est Philippe Aronson qui traduit Well. Et on voit bien le puits, hein, le puits c'est une bonde, quoi. Hein, donc c'est pas très engageant ce puits-là, hein, c'est pas forcément de la belle eau. Et puis, deuxième conseil de lecture avec le magazine littéraire, c'est Enrique Villamatas, chez Christian Bourgois éditeur, Paris ne finit jamais, où l'on reparle de Duras, par exemple. Oui, notamment. Alors en fait, donc Villamatas, c'est un des grands écrivains de langue espagnole actuellement. Il a reçu le prix Médicis étranger l'année dernière avec Le Mal de Montano. Et je précise d'ailleurs qu'il fait une chronique au magazine littéraire où il fait des portraits d'écrivains chaque mois. Il a le droit ? Oui. Et c'est pas une mauvaise signature, donc. En fait, donc, dans Paris ne finit jamais, donc, il revisite avec beaucoup de malice et d'ironie ses années de jeunesse à Paris. En fait, c'est l'année d'apprentissage, puisque c'est là-bas qu'il a écrit en fait, son premier roman. Et pourquoi est-ce qu'il a choisi d'écrire à Paris son premier roman ? Eh ben, c'est en hommage en fait, à Paris est une fête d'Ernest Hemingway. Ernest Hemingway était une figure tutélaire pour lui. Et en fait, ce n'était pas la seule. Donc effectivement, dans ce livre de Villamatas, comme dans la plupart de ses livres au demeurant, il y a énormément d'écrivains qui sont cités, qui sont présents. Et donc le narrateur, qui ressemble très fortement à Villamatas, loge donc chez Marguerite Duras, mais il croise aussi Georges Perec, il croise aussi Roland Barthes à une terrasse, dans un café, Solers aussi qui se balade un moment dans une voiture. Et en fait, Paris ne finit jamais, c'est pas tant une histoire avec un début ou un milieu et une fin, c'est une enfilade d'anecdotes sur des tas d'écrivains, de citations et de réflexions sur la vie et l'écriture, le réel et la fiction. Et sur cette ville aussi dont on ne peut pas se détacher, oui. Dont on ne peut pas partir. Oui, effectivement, et du coup, il fait aussi bien allusion à Ashby qu'à Hemingway précisément, ou à Fitzgerald, et à leur attachement profond pour Paris. Donc c'est un hommage à Paris, mais c'est un hommage aussi plein d'humour. Enfin, c'est un hommage notamment aux écrivains qui ont peuplé Paris, mais il en souligne également les ridicules. Donc, mais c'est très tendre. Et en fait, les passages les plus savoureux de Paris ne finit jamais, c'est ceux où il se moque précisément de lui-même, à l'époque, où il était un aspirant écrivain qui hantait les terrasses du Flore, pourvu de fausses lunettes, et puis fumant la pipe comme Sartre, en se disant qu'il singeait les intellectuels de l'époque, en se disant qu'il en deviendrait sans doute un, en prenant la posture. Et c'est ce qui fait toute la saveur du livre. Et ce qui est aussi assez beau dans ce livre, je pense que c'est... Ici, la littérature ne décrit pas un monde, en fait, elle se décrit elle-même, et elle montre qu'elle peut être un monde à part entière, justement. Et on fonctionne presque en autarcie. Un petit extrait ? Alors, c'est un extrait où, justement, Villamatas se tourne un peu en dérision lui-même. Personne ne nous demande de vivre la vie en rose, mais personne ne nous demande non plus de vivre le désespoir en noir.
Comme le dit le proverbe chinois, aucun homme ne peut empêcher l'oiseau noir de la tristesse de voler sur sa tête, mais ce que l'on peut évidemment éviter est de le laisser nicher dans ses cheveux. Mais du temps de ma jeunesse à Paris, je croyais que la joie était une sottise et une vulgarité. Et ne reculant pas devant l'imposture, je feignais de lire l'autre et Hamon, et je n'arrêtais pas d'importuner mes amis en insinuant à toute heure du jour et de la nuit que le monde était triste et que je n'allais pas tarder à me suicider, car je ne pensais qu'à une chose, être mort. Jusqu'à ce que, un jour, je tombe sur Sévéro Sardoui, à la closerie des Lilas, et qu'il me demande ce que j'avais l'intention de faire le samedi soir suivant. « Me tuer », lui ai-je répondu. « Alors rendez-vous vendredi », a dit Sardoui. Des années après, j'ai entendu Woody Allen dire la même chose et en suis resté pantois. Sardoui l'avait coiffé au poteau. Merci Enrique Wilamatas. Paris ne finit jamais, c'est chez Christian Bourgois éditeur. Et on signale simplement une histoire de la beauté sous la direction de Umberto Eco. C'est publié chez Flammarion. Magnifique travail de Umberto Eco, enfin, l'essayiste dans toute sa splendeur. Oui, et en fait, ce qui est intéressant dans ce livre, donc, qui est une très riche iconographie, c'est qu'il tâche de faire le pont entre, disons, l'idéal grec esthétique de la beauté, donc qui n'est plus dans les proportions, jusqu'à la beauté des médias. Donc, pourquoi est-ce qu'on considère aujourd'hui comme Monica Bellucci est belle? Et en fait, c'est une approche très transversale et avec beaucoup de tableaux comparatifs. Donc, il passe par la beauté des monstres, il passe par la beauté à l'époque romantique, et ça permet d'avoir comme ça une vision aussi de qu'est-ce que la beauté. Qui décide que ceci ou cela est beau, la différence de la beauté entre la mode et le simple plaisir en fait, des yeux. Merci Mine. On retrouve ces conseils de lecture dans le magazine littéraire et on vous retrouve dans un mois. Spiro, Francesco, j'ai encore une dernière question à vous poser. Vos deux comédiens, quand à la fin du spectacle, ils regardent au fond du sac qu'ils ont vidé pendant tout le courant du spectacle, alors que vous nous avez montré qu'ils étaient capables d'amour, qu'ils étaient capables de sentir, pourquoi est-ce que quand ils vont dans le sac, ce qu'ils trouvent, c'est le trou noir? Parce qu'au moins, il y a quelque chose. Merci madame, merci messieurs. C'est la fin de cette émission. Maury Canté, on va vous écouter avec Lonia. Oui, Lonia. Voilà. On va dire comme d'habitude à chaque fin de ces émissions que la peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, ni en Arabie Saoudite, ni en Iran, ni au Vietnam, ni en Chine. C'est là où on exécute le plus. Et qu'il y a le plus de condamnés à mort, 4000 aux États-Unis actuellement. En France, il y avait au 1er octobre 56 620 détenus dans les prisons, pour seulement 49 595 places. Des mots de minuit, on se quitte avec vous. Lonia veut dire Lonia, c'est de communiquer quand on a le savoir. Donc le savoir, transmission. Voilà, c'est la transmission. Musique. Inunya bara polole senekedi anye senekeda lubunya beni bara ile dunti senekele kele ya senekela lubara ite banna fama alaka la loninya di fira bolla luma kalu yi molula kenya ni ma se wala doctor bara Ila jangarolo iditoraya Anye alale danola Anye alale danola bi Nara molu so feresiya
أكنا من دابر كنتو أنا الورقة المسكينة اللي سقطت من العار وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف